Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Temps mort de Ariel Holz paru chez Slalom. On continuera ensuite avec L'ours et le rossignol, le premier tome d'une saga de Catherine Arden paru chez Folio SF. Et on terminera avec La nuit des reines de Alex Bell paru chez Bayard. On commence tout de suite avec Temps mort, et je dois bien avouer que ça fait 2 semaines que j'ai lu ce livre et que je n'en ai quasiment aucun souvenir. C'est hyper frustrant de se dire que je l'ai bouffé. Franchement, j'ai dû le lire en 2 jours et malheureusement, je ne me rappelle quasiment de rien. Je me souviens de cette impression de me dire que j'avais passé un super moment, que c'était hyper addictif, que la plume de Ariel Holz, je la retrouvais telle qu'elle, avec ce petit grain d'humour noir, avec cet humour particulier. Mais alors, franchement, pour l'histoire, je ne me rappelle même plus comment ça se termine. Non mais je trouve ça aberrant. J'ai beau me creuser la tête, je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas fait ce genre de choses, et du coup, eh ben j'en ai plus aucun souvenir. C'est l'histoire de Léo, 17 ans, qui va, en s'enfuyant dans les catacombes, découvrir un autre Paris, un Paris noir, auréolé d'un soleil noir, et où pas mal de créatures, les vampires, les ghouls, ce genre de choses, continuent à fouler le sol. Et Léo va se faire aider de Alma pour essayer de s'en sortir dans tout ça. Mais franchement... Je vous donne ce résumé, mais même ça ne me donne plus aucun souvenir. C'est très compliqué de vous parler de ce livre. Voilà, je vous dis juste mes impressions. Je vous dis juste que j'avais passé un super moment, que j'avais trouvé l'univers assez riche, assez original. Mais il faudrait presque que je le relise parce que je n'ai plus aucun souvenir. Oui, ça c'est de la chronique, on est d'accord. Je vous parle ensuite de L'ours et le rossignol. Je l'ai lu en vacances, ça a été ma lecture de plage, alors qu'on est dans un univers glacial en Russie. Moi j'étais les doigts de pied en éventail sur la plage. Vous voyez un petit peu le grand écart entre ces deux univers. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que justement elle me change un petit peu de toutes les lectures que j'ai déjà lues. Alors je ne sais pas si on est vraiment dans de la fantaisie. J'avais vu passer ce livre en fantaisie. Pour moi c'est plus du fantastique parce qu'il s'appuie sur des éléments du réel, sur le folklore russe. Et en effet on va voir des créatures qu'on ne connaît pas, mais qui appartiennent au folklore russe. Donc j'hésite à trop le classer en fantaisie. Quoi qu'il en soit, on va suivre Vassia qui, au plus froid de l'hiver, va connaître une période de doute, une période compliquée avec sa famille. Elle est la fille d'un grand seigneur qui règne sur les terres du Nord. Sa famille est en lien direct avec le tsar. Et Vassia, elle a toujours été un petit peu particulière, une enfant différente des autres, qui voit des choses que les autres ne voient pas. Et on va la suivre dans sa découverte, dans sa lutte pour protéger sa famille, alors que tout le monde la prend pour une sorte de sorcière, parce qu'elle voit les esprits protecteurs de la maison, de la forêt, etc. Sauf que quand va arriver dans son village la nouvelle femme de son père, accompagnée d'un prêtre qui, lui, ne veut que prôner Dieu et laisser de côté les esprits protecteurs, elle va de son côté tout faire pour que les esprits protecteurs ne s'en aillent pas, que les esprits protecteurs continuent à veiller sur sa famille, sinon elle sait que ça va engendrer de terribles conséquences. Et donc c'est le premier tome, c'est son histoire, sa jeunesse. Et j'ai beaucoup apprécié parce que je vous dis, ça change complètement. Moi le folklore russe, je ne le connais pas. Et j'ai été déboussolée dans un premier temps parce que quand on commence la lecture, eh ben il n'y a pas forcément de portée fantastique. On se demande même si on n'est pas plutôt dans un roman historique. Et puis au fur et à mesure, voilà, on voit Vassia qui grandit, qui se rapproche de ses esprits protecteurs, de ces dieux qui peuplent la forêt. Et là oui,
oui, on tombe dans quelque chose de complètement imaginaire et fantastique, et c'était très prenant, et ça m'a changé vraiment de la lecture que je faisais d'habitude, et je continuerai cette saga avec grand plaisir. Et on continue avec La Nuit des Reines qui sort le 25 août. Je l'ai lu en lecture commune avec pas mal de monde. Je vous mettrai les liens de leur Instagram en barre d'infos. Donc il sort le 25 août, je l'ai reçu, je l'ai commencé parce que la lecture commune commençait, et j'ai été happée, complètement happée. Nous sommes dans un roman qui se passe à la Nouvelle-Orléans, à Bâton Noir. Voilà, un petit clin d'œil à Bâton Rouge. Et on est dans une ville complètement différente, malgré tout, même si on parle beaucoup de jazz, on parle beaucoup de la Nouvelle-Orléans avec sa culture vaudou, etc. Là, on est dans une ville où les vampires, les sorcières sont les maîtres, ils sont la classe régnante. Et les simples gens, qui n'ont aucun pouvoir, sont les rebuts. Hein. Clairement, vous êtes un humain sans pouvoir, vous ne servez pas à grand chose, vous êtes un rebut. Nous allons suivre Jude, qui elle est un rebut. Voilà, elle a eu pas mal de difficultés avec sa famille, elle a une histoire familiale assez lourde. Hein. Son père est amputé d'un bras, qui s'est fait bouffer par un crocodile dans les marais. Son petit frère, lui, est mort. Voilà. Et en fait son père est en pleine dépression, c'est très compliqué. Sa relation avec son père est très compliquée. Elle essaye de survivre tant bien que mal par des petits boulots. Elle est trompettiste, donc elle accepte un petit peu des petits boulots par-ci par-là pour pouvoir faire vivre sa famille, pour pouvoir payer le loyer. Bref, pour survivre. Et peu de temps, la nuit qu'au jour, qui voit généralement décerner le titre de reine à une sorcière très puissante, la sorcière en titre, donc la reine Kojou, est assassinée. Et malheureusement, Jude va être marabouté et va se retrouver avec la reine Kojou en elle. Et il va falloir qu'elle enquête sur qui a assassiné la reine Kojou et empêcher pas mal de choses. C'était palpitant. J'ai adoré cette histoire. Encore une fois, le folklore, voilà, je vous parle de 2 livres avec un folklore très puissant. Le folklore autour de la Nouvelle-Orléans, cette ambiance, c'était génial. C'est ce que j'ai énormément aimé dans cette histoire, parce que on est plongé dans Bâton Noir, on y découvre toutes ces particularités, toute cette ambiance vaudou qui est autour de la magie, autour des vampires, autour du jazz. Bref, c'était hyper bien décrit et j'ai été happée totalement dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé Jude aussi. Sa personnalité m'a beaucoup marquée parce que c'est une jeune fille qui, malgré toutes les contraintes, va rester elle-même, ne va pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte qu'elle est contrainte de faire ça. Elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire et j'ai adoré ça. Jusqu'au bout, elle s'en est tenue à cette ligne de conduite. Alors bien sûr, il lui arrive des choses particulièrement atroces et elle a le droit de craquer et elle le fait. Voilà, j'ai trouvé son personnage particulièrement réaliste. Pour ce qui est de ceux qui l'entourent, elle est accompagnée à un moment d'un serpent. Un énorme serpent blanc. Je déteste les serpents. Sachez-le, je déteste rien que de le voir sur la couverture, ça me file des frissons. Et ils ont réussi à me faire aimer un serpent. Parce que Beau, qui l'accompagne, il est trop mignon. Non mais je suis en train de dire qu'un serpent est mignon, donc imaginez. Voilà, ceux qui l'entourent sont particulièrement intrigants, particulièrement mystérieux. Au fur et à mesure de l'histoire, on construit le passé de Jude, on commence à comprendre l'accident de son père, l'accident de son frère, qui en est responsable. Malgré tout, il reste pas mal de mystères. Alors sur le groupe de l'ALC, une personne avait deviné qui avait assassiné la reine Kojou, donc bravo à elle. C'est vrai que ça se tenait. En même temps, il n'y a pas énormément de personnages, donc voilà, on se doute de certaines choses. Mais l'histoire est plutôt bien foutue. Après,
il y a eu un énorme débat sur est-ce que ce livre est un one-shot. Il est présenté comme one-shot, mais quand vous lisez la fin, vous vous dites « Ah, c'est quand même une très très belle ouverture sur un tome 2 ». Je suis d'accord. Cependant, je pense que ce tome 1 peut se suffire à lui-même. Oui, je me suis attachée aux personnages, oui, j'aimerais savoir ce qui leur arrive par la suite, mais je ressens pas ce besoin impératif d'avoir une suite. La fin ne m'a pas frustrée. C'est ce que j'aime pas moi dans les fins ouvertes. Je déteste les fins ouvertes parce que on est frustré. On se dit mais non, j'ai pas envie d'imaginer la suite, je veux la suite. Et là, bah, finalement, je me dis que ça peut suffire à lui-même et je suis pas frustrée. Donc, un gros plus pour ce livre, j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'est le gros plus de ce bouquin. J'ai adoré la personnalité de Jude et l'histoire se tient plutôt bien. J'ai eu des frissons par moments, il y a certaines choses qui sont un petit peu flippantes, pas trop, mais un petit peu. Et je suis particulièrement réceptive vraiment à la plume d'Alex Bell, donc je vous conseille vraiment ce livre à 100%. Voilà, c'en est terminé pour ce point lecture. Je suis désolée pour temps mort, j'ai eu beau me creuser la tête, il n'y a plus aucun souvenir qui me revient. C'est aberrant. Pour le reste, j'espère vous avoir donné envie de lire ces livres que j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai apprécié temps mort, mais je peux pas vous en dire grand chose malheureusement. En attendant, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.